Agatha Christie, 5 petits cochons. Traduction et adaptation de Michel Le Houby. Prologue. Carla le marchand. Hercule Poirot regarda avec intérêt, et bientôt avec sympathie, la jeune femme qui entrait dans son bureau. Sa lettre ne lui avait rien appris. C'était une simple demande de rendez-vous, une lettre d'affaires, courte et impersonnelle. C'est tout au plus si la fermeté de l'écriture lui avait révélé que Carla le marchand était une jeune femme. Maintenant, il l'avait devant lui. Grande, mince, n'ayant guère plus de 20 ans, une de ces femmes sur lesquelles les hommes se retournent volontiers. Elle portait un ensemble admirablement coupé et des fourrures de prix. Le port de tête avait quelque chose de fier, le front large, le nez spirituel et le menton volontaire. Mais ce qui frappait en elle, c'était, plus que sa beauté, la vie dont elle débordait. Avant son arrivée, Hercule Poirot se sentait vieux. L'entrée de la jeune femme l'avait rajeuni, ragaillardi, revivifié. Comme il s'avançait pour la saluer, il remarqua qu'elle le regardait avec une attention inhabituelle. Ses beaux yeux sombres l'étudiaient, examen sérieux et qui se prolongeait. Elle s'assit, accepta la cigarette qu'il lui offrit et, quand elle fut allumée, fuma, silencieuse, pendant 1 minute ou 2. Son regard aigu ne quittait pas Poirot. « Il faut pourtant se décider pour ou contre, dit-il gentiment. Elle tressaillit. « Plaît-il » Sa voix était chaude, agréable, avec un soupçon d'enrouement. « Vous êtes en train de vous demander, expliqua-t-il, si je suis un charlatan ou l'homme dont vous avez besoin. C'est bien ça ?» Elle sourit. « Il y a un peu de ça, dit-elle. Vous comprenez, monsieur Poirot, vous n'êtes pas du tout tel que je me l'imaginais. Je suis vieux, plus que vous ne pensiez. Il y a ça aussi. » Après une hésitation, elle ajouta. « Je serai franche, monsieur Poirot. Je voudrais... Il faut absolument que je m'adresse au meilleur de tous les détectives. » « Alors, fit-il, rassurez-vous, le meilleur, c'est moi. » « Vous n'êtes pas modeste, mais j'aurais tendance à vous croire sur parole. »« Vous le pouvez, » dit Poirot en toute simplicité. « Vous comprenez, on ne se sert pas uniquement de ses muscles. Je n'ai pas besoin de me mettre à 4 pattes, de mesurer des empreintes, de ramasser des bouts de cigarettes et d'étudier les brins d'herbe foulés. Il me suffit de m'asseoir dans mon fauteuil et de réfléchir. Ce qui travaille, chez moi, c'est ça. » Du doigt, il montrait sa tête, qui ressemblait curieusement à un œuf. « Je sais, » dit Carla le marchand, « et c'est pourquoi je suis venue à vous. Je vais vous demander de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fantastique. »« Eh bien, » fit Poirot, « ça promet. » Il l'encouragea d'un coup d'œil. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Je ne m'appelle pas Carla, mais Caroline, comme ma mère. Et, bien que j'aie toujours porté le nom de Le Marchand, du moins aussi loin que je me souvienne, ce n'est pas là mon véritable nom. Je m'appelle Creel. » Hercule Poirot plissa le front. « Creel » murmura-t-il. « Je connais ça. » Elle vint à son aide. « Mon père était un peintre assez connu. Il y a même des gens qui prétendent que c'était un grand artiste. Pour moi, je le crois. »« S'agit-il d'Amias Creel ?» demanda Poirot. « Oui. » Presque aussitôt, elle ajouta. « Ma mère, Caroline Creel, a été accusée de l'avoir assassiné. »« Maintenant, » dit Poirot, « je me rappelle, assez vaguement d'ailleurs, car à l'époque j'étais sur le continent, et tout cela est déjà bien loin. »« 16 ans, » précisa-t-elle. Son beau visage était maintenant très pâle, ses yeux brillaient. « Ma mère, reprit-elle, fut accusée d'avoir assassiné mon père et,
condamnée. Elle n'a pas été pendue parce que, le jury lui ayant accordé les circonstances atténuantes, sa peine fut commuée en une peine de prison. Condamnée à la détention perpétuelle. Elle est morte 1 an après le procès. Vous le voyez, l'affaire est finie. Bien finie. Au moment des faits, j'avais 5 ans. J'étais donc trop petite pour me rendre compte. J'ai pourtant des souvenirs. Je me souviens de mon père et de ma mère, bien entendu, et je me rappelle avoir quitté brusquement la maison et avoir été emmenée à la campagne. Je me rappelle les cochons et la fermière, une brave femme, grasse et aimable. Tout le monde se montrait gentil pour moi. Et je revois nettement la façon curieuse qu'on avait de me regarder. Je devinais bien confusément que quelque chose n'était pas normal, mais je ne savais pas quoi. Après, on m'a fait prendre le bateau. Ce fut une fête. Il a vogué pendant des jours et des jours, et je suis arrivée au Canada, où mon oncle Simon m'attendait. J'ai vécu à Montréal, avec lui et tante Louise, et, quand je leur parlais de papa et maman, ils me disaient qu'ils allaient venir bientôt. Et puis, je crois que j'ai oublié mes parents. Il me semble que je savais qu'ils étaient morts tous les deux, mais je ne me souviens pas que quelqu'un me l'ait jamais dit. À cette époque, vous comprenez, je ne pensais guère à eux. J'étais très heureuse. L'oncle Simon et la tante Louise me gâtaient. J'allais en classe, et j'avais complètement oublié m'être jamais appelée autrement que le marchand. Tante Louise m'avait expliqué que c'était mon nom pour le Canada, et la chose me parut très naturelle. C'était mon nom canadien, et à la longue, j'oubliais que j'en avais eu un autre. Elle releva la tête, comme défiant un invisible ennemi, et poursuivit. « Regardez-moi, monsieur Poirot. Si vous me rencontriez, vous diriez « Voici une jeune personne qui a tout pour être heureuse. » De fait, j'ai de l'argent, une santé magnifique, je ne suis pas trop désagréable à regarder, et j'adore la vie. À 20 ans, il n'y avait pas au monde une fille avec qui j'aurais changé. Pourtant, depuis longtemps déjà, je me posais des questions au sujet de mes parents. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils? J'aurais fini par découvrir quelque chose, mais quand j'eus 21 ans, on me dit la vérité. D'abord, parce que j'entrais en possession de ma fortune. Ensuite, parce que ma mère, avant de mourir, m'avait écrit une lettre qui devait m'être remise à ma majorité. Son expression s'était modifiée. Ses yeux semblaient avoir perdu de leur éclat et son visage devint sombre. C'est à ce moment-là que j'appris que ma mère avait été condamnée pour meurtre. Ce fut pour moi un coup terrible. Elle reprit, après un silence. « Ici, monsieur Poirot, il y a autre chose que je dois vous dire. Un peu plus tôt, je m'étais fiancée. Mon oncle et ma tante avaient alors déclaré qu'il nous fallait attendre, que je ne pouvais pas me marier avant d'avoir atteint ma 21e année. Quand je sus la vérité, je compris pourquoi. » Poirot, sortant de son silence, parla pour la première fois depuis le commencement du récit. « Et quelle fut, demanda-t-il, la réaction de votre fiancé ? » « John ? Pour lui, ça ne changeait rien à rien. Il était John, j'étais Carla, le passé ne comptait pas. » Elle se pencha légèrement en avant. « Nous sommes toujours fiancés. Mais, qu'on le veuille ou non, le passé compte tout de même. Il compte pour moi. Et il compte pour John. En soi, il ne nous préoccupe pas, mais il y a l'avenir. Nous voulons des enfants. Et nous ne voulons pas avoir la terreur de les voir grandir parce que... » Elle n'acheva pas sa phrase. « Vous rendez-vous compte, dit Poirot, que, dans les ancêtres de chacun de nous, il y a toujours, on peut l'affirmer, des voleurs et des assassins ? » « Ce que vous dites est exact, répondit-elle. Mais ces ancêtres, on ne les connaît pas. Pour moi, c'est autre chose.
il m'est arrivé de surprendre une expression de John, une expression fugace, mais qui suffisait pour réveiller toutes mes craintes. Je me disais, imagine que nous soyons mariés, que nous ayons eu une discussion et qu'il te regarde ainsi. Ne te demanderais-tu pas s'il ne se pose pas une terrible question que tu n'oses même pas formuler? « Comment votre père a-t-il été tué ?» demanda Poirot. « Empoisonné. »« Je comprends, » fit Poirot, pensif. Un silence suivit. « Dieu merci, » dit-elle d'une voix calme. « Vous êtes intelligent. Vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une chose grave par tout ce qu'elle laisse redouter, et vous n'essayez pas de me rassurer avec des mots. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous attendez de moi. »« Je veux épouser John, » répondit-elle simplement, « et je l'épouserai. Nous aurons des enfants, 4 au moins, 2 garçons et 2 filles. Ce bonheur-là, c'est vous qui allez le rendre possible. » « Vous voulez que je parle à votre fiancé ?» Il ajouta presque aussitôt. « Mais non, ce que je dis là est purement idiot. C'est à autre chose que vous pensez. Expliquez-vous. » Elle dit d'une voix ferme. « Monsieur Poirot, je voudrais que vous enquêtiez pour moi sur un assassinat. » « Dois-je comprendre que… » « Attendez, monsieur Poirot, vous ne savez pas tout. Il y a un point très important dont je n'ai encore rien dit. »« Ah, oui ?» Ma mère n'était pas coupable. Hercule Poirot se gratta le nez. « Oui, bien sûr, » murmura-t-il. « Je comprends ça. »« Monsieur Poirot, » dit-elle vivement, « ce n'est pas là une question de sentiment. Si j'affirme que maman n'était pas coupable, c'est à cause de cette lettre qu'elle écrivit peu avant sa mort pour qu'elle me fût donnée à ma 21e année. Elle ne me l'a laissée, cette lettre, que pour me fournir cette certitude dont j'ai besoin. Elle ne contenait que quelques phrases dans lesquelles maman disait simplement qu'elle était innocente du crime pour lequel elle fut condamnée, que c'était là une chose dont je pouvais être sûr. Poirot, songeur, regardait le visage ardent de la jeune femme. Avec un étonnant accent de conviction, elle poursuivait. « Vous comprenez, monsieur Poirot, il y a des choses que les enfants, si petits soient-ils, sentent fort bien. Je n'ai gardé de ma mère qu'une image confuse, mais je me rappelle très nettement quel genre de personne elle était. Le mensonge le plus innocent, elle ne l'eût pas commis. Quand quelque chose devait vous faire mal, elle vous l'annonçait franchement. Qu'il s'agit de vous retirer une écharde du doigt ou de vous conduire chez le dentiste, elle vous disait à quoi il fallait vous attendre. Elle disait la vérité par nature, par besoin. Je ne crois pas que j'avais pour elle une affection débordante, mais je lui faisais confiance. Et je continue. Du moment qu'elle dit qu'elle n'a pas tué mon père, c'est qu'elle ne l'a pas tué. Elle n'aurait pas écrit un mensonge à quelques heures de sa mort. Cela ne lui eût pas ressemblé. Presque à regret, Hercule Poirot approuva d'un mouvement de tête. « Et c'est pour cela, » reprit Carla, « que je sais, moi, que je puis sans crainte épouser John. Je sais que je ne suis pas la fille d'une criminelle. Mais lui, cette certitude, il ne peut pas l'avoir. Il pense que c'est parce que je suis sa fille que je crois à l'innocence de maman. Cette innocence, il faut donc la prouver. Et c'est ce que je vous demande de faire. » « Mais, » objecta Poirot, « en admettant que ce que vous dites soit vrai, 16 ans ont passé. »« Sans doute, » dit Carla. « Ce sera difficile, je le sais. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. » Une flamme s'alluma dans les prunelles de Poirot. « Vous essayez de m'amadouer, hein ?»« J'ai entendu parler de vous, » répondit-elle, « des résultats que vous avez obtenus et de la façon dont vous les avez obtenus. Ce qui vous intéresse dans un problème, c'est son côté psychologique. Cela, quand le temps a passé, c'est ce qui demeure.
les indices matériels ont disparu. Les empreintes, les bouts de cigarettes, les brins d'herbe couchés, tout cela, on le rechercherait vainement. Mais vous pouvez revoir les faits, les examiner et parler aux gens qui ont été mêlés à l'affaire. Tous sont encore vivants. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous allongerez dans votre fauteuil, vous réfléchirez et vous découvrirez ce qui s'est réellement passé. Hercule Poirot se leva. Sa main caressait sa moustache. « Mademoiselle, dit-il, vous me faites grand honneur. Je tâcherai de justifier cette confiance que vous voulez bien placer en moi. Je vais reprendre l'affaire, enquêter sur ces événements vieux de 16 ans, et je trouverai la vérité. » Les yeux de la jeune femme étincelaient, mais elle ne dit qu'un mot. « Bien. » Hercule Poirot agitait un doigt à hauteur de son menton. « Mais attention, poursuivit-il, j'ai dit que je trouverais la vérité. Comprenez que j'aborde ma tâche sans idée préconçue. Je n'accepte pas de tenir pour acquis que votre mère était innocente. Si je découvre qu'elle était coupable, que se passe-t-il ? » Carla, debout, rejeta fièrement la tête en arrière. « Je suis sa fille, déclara-t-elle. Je veux la vérité. » Alors, conclut Poirot, en avant, ou plutôt, pour être exact, en arrière. Première partie. Chapitre 1. Pour la défense, Sœur Montague de Plèche. Si je me souviens de l'affaire Creil, demanda sœur Montague de Plèche. Bien sûr, il y avait là-dedans une femme infiniment séduisante, mais impulsive et déséquilibrée. Il jeta à Poirot un coup d'œil de coin. Pourquoi me posez-vous la question ? L'affaire m'intéresse. C'est pourquoi vous n'hésitez pas à manquer de tact. Il plaisantait, souriant de ce fameux sourire de loup qui passait pour ôter tous leurs moyens aux témoins qu'il interrogeait dans l'enceinte du tribunal. Car, continua-t-il, cette affaire n'a pas été précisément pour moi un succès. Cette malheureuse femme, je n'ai pu la sauver. Je le sais. Sœur Montague haussa les épaules. Certes, dit-il, je n'avais pas alors l'expérience que j'ai aujourd'hui. Pourtant, je crois que j'ai fait tout ce qu'il était humainement possible. Seulement, on ne peut rien sans la collaboration de l'accusé. Tout ce que nous avons pu obtenir, c'est une commutation de peine. Nous avons invoqué l'excuse de la provocation, produit une pétition signée par quantité de respectables épouses et de braves mères de famille, tiré parti enfin des sympathies nombreuses qui allaient à notre cliente. Il se rejeta dans son fauteuil, étendit ses longues jambes et poursuivit. Si elle l'avait abattu à coups de revolver, ou même tué à coups de couteau, j'aurais pu plaider l'absence de préméditation. Mais, avec le poison, très ennuyeux, le poison, très ennuyeux. Alors, comment l'avez-vous défendu ? Poirot posait la question, bien qu'il fût déjà renseigné. Il avait consulté la collection des journaux de l'époque, mais il ne voyait aucun inconvénient à se donner à sœur Montague comme ignorant tout de l'affaire. J'ai prétendu qu'il s'agissait d'un suicide. C'était le seul parti à prendre, mais la thèse était à peu près insoutenable. Creil n'était pas homme à se donner la mort. Vous ne l'avez pas connu ? Non. Eh bien, c'était un solide gaillard, débordant de vie et qui ne pouvait nulle part passer inaperçu. Coureur, buveur, aimant les plaisirs de la chair et ne s'en cachant pas. Difficile de faire admettre à un jury qu'un homme comme ça s'est tranquillement assis dans un fauteuil afin de mettre fin à ses jours. Ça ne pouvait pas marcher, et j'ai tout de suite compris que je jouais perdant. D'autant plus qu'elle ne m'a pas aidé une seconde. Elle ne s'est pratiquement pas défendue. Est-ce à cela que vous faisiez allusion, il y a un instant, quand vous disiez qu'on ne peut rien sans la collaboration de l'accusé ? Exactement.
Nous ne sommes pas des sorciers et le sort de la bataille dépend pour beaucoup de l'impression que l'accusé fait sur les jurés. J'ai vu, à différentes reprises, des jurys aller directement contre les indications que le président leur avait données dans son résumé. Quand le juré a son siège fait, on s'épuise en vain. Son point de vue, c'est « c'est lui qui a fait le coup, inutile d'insister » ou « il est innocent, ne me racontez pas d'histoire ». Caroline Creil, elle, n'a même pas essayé de se battre. Mais pourquoi ? Sœur Montag eut un geste d'ignorance. Ne me demandez pas ça, je n'en sais rien. Évidemment, elle aimait son mari. Elle a été complètement anéantie quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, et c'est, je crois bien, un choc dont elle ne s'est jamais remise. Alors, à votre avis, elle était coupable ? De Plèche parut extrêmement surpris. Mon Dieu, oui, je pensais que nous tenions ça pour acquis. Vous a-t-elle jamais dit qu'elle l'était ? La question, cette fois, parut choquer l'avocat. Non, bien entendu, mais je dois dire que je ne lui ai jamais posé la question. L'innocence de l'accusé est toujours présumée. Après un court instant de silence, il ajouta. Il est bien dommage, si l'affaire vous intéresse à ce point, que vous ne puissiez voir le vieux Mayhew. C'est son étude qui m'avait transmis le dossier, et le vieux Mayhew aurait pu vous en dire beaucoup plus long que moi. Malheureusement, il est mort. Il y a bien le jeune George Mayhew, mais, à l'époque, c'était encore un gamin. L'affaire remonte loin déjà. « Je sais, fit Poirot, et il est bien heureux pour moi que vous ayez une mémoire remarquable. »« Oh, dit de Plèche, flatté. On se souvient toujours des grandes lignes des causes qu'on a plaidées, surtout quand il y allait d'une tête. Et puis, le procès Creil a fait beaucoup de bruit dans la presse. D'abord parce qu'il s'agissait d'un crime passionnel, et aussi parce qu'il y avait dans l'affaire une très jolie fille. » Poirot se tortillait la moustache. « Pardonnez-moi d'insister sur ce point, dit-il, mais je voudrais répéter ma question. Pour vous, la culpabilité de Caroline ne se discute pas ?» De Plèche secoua la tête. « Très franchement, d'homme à homme, répondit-il. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir là-dessus le moindre doute. Elle était bel et bien coupable. » Y avait-il des preuves ? Pour commencer, il y avait un mobile. Creil et elle, depuis des années, s'entendaient comme chien et chat, et c'était entre eux d'interminables disputes. Il avait toujours quelque amourette en train, étant de ces hommes qui ne peuvent pas faire autrement et qui vont d'aventure en aventure. Dans l'ensemble, elle prenait assez bien son parti de la situation. Elle mettait ses frasques sur le compte d'un tempérament trop riche. Et, de fait, c'était un artiste, un peintre excellent. Ses œuvres ont terriblement monté. Personnellement, c'est un genre de peinture qui ne me plaît pas. C'est puissant, mais c'est laid. Seulement, je le reconnais, c'est de la peinture. De temps à autre, donc, des histoires de femmes venaient troubler la paix du ménage. Mrs. Creil n'était pas de ces épouses résignées qui souffrent en silence. On se disputait. Mais, toujours, en fin de compte, il lui revenait. Ses aventures n'étaient que des passades, vite oubliées. Seulement, la dernière fut d'un tout autre genre. Cette fois, il s'agissait d'une jeune fille, toute jeune, puisqu'elle n'avait pas 20 ans. Elle s'appelait Elsa Greer, fille unique d'un industriel du Yorkshire. Elle avait de l'argent, de la suite dans les idées, et elle savait ce qu'elle voulait. En l'occurrence, ce qu'elle voulait, c'était Amyas Creil. Elle lui demanda de faire son portrait. Il était contre la peinture léchée des portraitristes à l'époque. Il ménageait peu ses modèles, mais c'est par lui qu'elle entendait être peinte. Il fit son portrait. Dès la première séance de pose, il fut amoureux d'elle. Il approchait de la quarantaine, marié depuis de nombreuses années. Il ne lui fallait qu'un fruit vert pour faire des bêtises. Ce fruit vert, ce fut Elsa Greer. Il devint bel et bien fou d'elle et se mit bientôt en tête de divorcer afin de l'épouser. C'est une perspective que Caroline Creil ne voulait pas envisager.
Elle le menaça et 2 personnes l'entendirent dire qu'elle le tuerait s'il ne renonçait pas à Elsa Greer. Et il semble bien que ce n'étaient pas là des propos en l'air. La veille de la mort de Creil, ils prenaient tous les 2 le thé chez un voisin qui s'occupait de médecine par les plantes et qui confectionnait chez lui toutes sortes de décoctions plus ou moins médicinales. Il leur parla d'une de ses préparations, à base de conéine, insistant sur ses propriétés toxiques. Le lendemain, ils constataient que la bouteille qu'il leur avait montrée avait été vidée plus qu'à moitié, et on devait trouver un flacon de conéine presque complètement vidé, caché dans le tiroir d'une commode, dans la chambre de Mrs. Creil. Poirot s'agita sur son siège. « Ce flacon, quelqu'un pourrait l'avoir mis là. » Mais elle ne fit aucune difficulté pour déclarer que c'était elle qui l'avait apporté. Admettre cela, c'était stupide, mais, à ce moment de l'enquête, elle n'avait pas à côté d'elle un avocat pour la conseiller. Quand on lui posa la question, elle reconnut très franchement que cette conéine venait de chez ce voisin, chez lequel elle avait pris le thé. Mais ce poison, pourquoi l'avait-elle volé ? Elle prétendait que c'était dans l'intention de se donner la mort, mais elle ne put expliquer ni pourquoi le flacon était presque vide, ni pourquoi on ne relevait dessus d'autres empreintes digitales que les siennes. Encore quelque chose de bien fâcheux. Elle soutenait que Creil s'était empoisonné volontairement. Mais s'il avait touché à ce flacon, on aurait trouvé dessus, avec ses empreintes digitales à elle, les siennes à lui. C'est dans un verre de bière, je crois, qu'il absorba le poison. Oui. Elle avait pris la bouteille dans la glacière et la lui porta elle-même au jardin, où il était en train de peindre. Elle versa la bière dans un verre, le lui donna et le regarda boire. Puis tout le monde rentra à la maison pour déjeuner, sauf lui. Il lui arrivait souvent de ne pas prendre ses repas en même temps que les autres. Plus tard, Mrs. Creil, qu'accompagnait la gouvernante, le trouva mort à l'endroit où elle l'avait quitté. Elle affirma naturellement que la bière n'avait rien de suspect, et nous devions soutenir que, torturé par le remords, il avait lui-même versé le poison dans son verre. Et l'histoire, bien entendu, ne tenait pas debout, car, ainsi que je vous l'ai dit, il n'était pas homme à se tuer. Et d'ailleurs, les empreintes suffisaient à tout gâcher. Les empreintes de Mrs. Creil, trouvées sur la bouteille de bière, je suppose. Non. Les seules empreintes relevées sur la bouteille étaient celles de Creil, et elles avaient été évidemment maquillées. Tandis que la gouvernante courait prévenir un médecin, Mrs. Creil était restée seule auprès du cadavre, et il est probable qu'elle a alors essuyé la bouteille et le verre, puis appuyé dessus l'extrémité des doigts de son mari. Elle voulait pouvoir prétendre qu'elle ne les avait, elle, jamais touchés. Naturellement, ça n'a pas marché. Le vieux Rudolph, qui dirigeait l'accusation, a prouvé à la cour avec le sourire que jamais un homme n'aurait pu tenir une bouteille en plaçant ses doigts comme les empreintes semblaient l'indiquer. Nous avons fait de notre mieux pour démontrer le contraire. Nous avons été jusqu'à invoquer les contorsions de l'agonie, mais notre argumentation, il faut l'avouer, n'avait rien de convaincant. « La conéine, dit Poirot, avait dû être mise dans la bouteille avant qu'elle ne fût apportée dans le jardin. » Il n'y avait pas de conéine dans la bouteille, précisa de Plèche, seulement dans le verre. Dévisageant longuement Poirot, il ajouta, après une courte pause. « Mais enfin, Poirot, où voulez-vous en venir ?» Poirot ne répondit pas directement. « Si Caroline Creil n'était pas coupable, dit-il, comment cette conéine est-elle venue dans le verre ? La défense a soutenu à l'époque que c'est Amyas Creil qui l'y avait versé, et vous me dites maintenant que c'est là chose fort improbable, ce dont je suis parfaitement d'accord. Creil n'était pas homme à se tuer. Mais, alors, si Caroline Creil n'était pas coupable, c'est qu'il y avait un troisième personnage. » De Plèche eut un léger mouvement d'impatience. « À quoi bon perdre son temps avec toutes ces questions ?» s'écria-t-il. « L'affaire est morte et enterrée. Elle était coupable, ça ne fait pas de doute. Et vous en seriez convaincu comme moi si vous l'aviez vue au moment du procès. C'était écrit sur sa figure. J'ai même l'impression que le verdict a été pour elle comme une délivrance.
Elle ne le redoutait pas. Elle l'attendait avec calme, uniquement soucieuse d'en avoir fini. Dans le fond, elle fut très courageuse. Et pourtant, fit remarquer Poirot, avant de mourir, elle a laissé pour sa fille une lettre dans laquelle elle affirmait, sous la foi du serment, être innocente. Évidemment, à sa place, vous auriez fait la même chose. Sa fille prétend qu'elle n'était pas femme à mentir, surtout en pareille circonstance. De Plèche haussa les épaules. Sa fille. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Au moment du procès, c'était une enfant. Quel âge pouvait-elle avoir? 4 ans? 5, peut-être? On lui a donné un autre nom et on l'a expédiée à l'étranger, chez des parents. Que voulez-vous qu'elle sache et de quoi pourrait-elle se souvenir? Les enfants se font quelquefois des gens une idée assez exacte. Peut-être, mais il ne me semble pas que ce soit le cas. Il est normal que cette fille croie à l'innocence de sa mère. Il n'y a qu'à ne pas la détromper. Ça ne gêne personne. Mais, malheureusement, elle veut la preuve. La preuve que Caroline Creil n'a pas tué son mari? Oui. Eh bien, dit de Plèche, elle s'en passera. C'est votre avis? Le célèbre avocat considéra Poirot d'un air songeur. Poirot, fit-il, je vous ai toujours pris pour un honnête homme, mais je me demande quel jeu vous jouez en ce moment. Est-ce que vous vous proposeriez de soutirer de l'argent à cette pauvre fille en spéculant sur des sentiments d'affection parfaitement naturels? Vous ne la connaissez pas, dit Poirot. C'est une jeune personne qui sort de l'ordinaire, avec une force de caractère peu banale. Je le crois volontiers. La fille d'Amias et de Caroline Creil ne pouvait guère être autrement. Mais que veut-elle au juste? La vérité. J'ai bien peur qu'elle ne lui paraisse bien désagréable. Sincèrement, Poirot, ça ne prête pas à discussion. Caroline Creil a tué son époux. Vous m'excuserez, mon cher ami, mais je ne l'admettrai que lorsque j'en serai absolument convaincu. Je ne vois vraiment pas ce que vous pouvez faire. Vous avez lu la relation du procès dans les journaux. C'est Humphrey Rodolphe qui soutenait l'accusation. Il est mort. Peut-être pourriez-vous voir Fogg, qui l'assistait, et aussi les gens qui ont été mêlés à l'affaire. Je ne pense pas que vous leur ferez plaisir, qu'ils seront ravis de vous voir remuer tous ces vieux souvenirs. Mais peut-être vous apprendront-ils quelque chose. Ces gens qui furent mêlés à l'affaire, qui sont-ils? De Plèche réfléchit. Tout cela, répondit-il, est déjà bien loin. Autant qu'il me souvienne, ils n'étaient que 5. Je ne compte pas les domestiques, un couple de vieux serviteurs, terrorisés par l'appareil judiciaire et qui ne savaient exactement rien. On ne pouvait vraiment pas les soupçonner. Parlez-moi des 5 autres. Le premier, c'était Philip Blake, le grand ami de Creil, qu'il connaissait depuis toujours. Il se trouvait chez Creil à l'époque. Il vit toujours et je le rencontre de temps en temps sur les links. Il habite St. George's Hill, joue à la bourse et s'en tire fort bien. Un homme qui a réussi et qui a pris du ventre. Bon, ensuite? Il y a le frère aîné de Blake, un gentilhomme campagnard qui ne bouge guère de chez lui. Un air se mit à trotter dans la tête de Poirot, un air qu'il essaya de chasser de son esprit. Il devenait ridicule, à la fin, avec ses chansons enfantines qui l'obsédaient depuis un certain temps. Celle-ci, cependant, ne voulait pas s'en aller. Un petit cochon allait au marché, le deuxième restait chez lui. Donc, il ne bouge pas de chez lui. Non, c'est le type dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui fabrique des remèdes avec les plantes. C'est sa marotte, et il est plus ou moins chimiste. Je cherche son prénom. Il fait songer à un écrivain célèbre. J'y suis. Meredith Blake. Vit-il encore? Je n'en sais rien. Ensuite, dame, il y a celle qui fut à l'origine du drame, la jolie fille, Elsa Greer. Poirot, que sa chanson tourmentait toujours, murmura. Le troisième mangeait du rôti. De Plèche le regarda, un peu surpris, et poursuivit. Le fait est qu'elle avait de l'appétit. Elle s'est mariée 3 fois,
divorçant comme on dit bonjour et gravissant un nouvel échelon à chacun de ses mariages. Elle est maintenant Lady d'Itisham. Ouvrez un numéro du Tatler, vous êtes sûr d'y trouver sa photo. Et les 2 derniers? Il y avait la gouvernante, une femme très capable, dont le nom m'échappe. Thompson, ou Jones, un nom comme ça. Et enfin, la demi-sœur de Caroline Crail, une gamine d'une quinzaine d'années à l'époque. Elle est assez connue. Elle fait des fouilles, des conférences, etc. Elle s'appelle Warren, Angela Warren, une femme assez curieuse. Je l'ai rencontrée l'autre jour. Elle ne serait pas, par hasard, le petit cochon qui criait « Aïe, aïe » Sœur Montague de Plèche posa sur Poirot un regard sévère et répondit assez sèchement. « Je l'ignore, mais elle aurait eu, au cours de son existence, au moins une bonne raison de crier « Aïe, aïe ». Elle est défigurée. Une immense cicatrice sur tout un côté du visage. On vous racontera ça sans aucun doute. Poirot se levait et remerciait son hôte. « Vous avez été extrêmement aimable, dit-il. Si Mrs. Crail n'a pas tué... » De Plèche l'interrompit. « Mais, mon cher ami, je vous répète qu'elle l'a tué. Vous pouvez m'en croire. » Poirot reprit, comme s'il n'avait pas entendu. « Si elle n'a pas tué, il me semble logique de supposer que l'assassin est une de ces 5 personnes. » De Plèche hocha la tête. « Certes, dit-il, l'une d'elles pourrait avoir tué. Seulement, je ne vois pas pourquoi elle l'aurait fait. Aucune d'elles n'avait de raison de tuer Crail, et je suis convaincu qu'aucune d'elles ne l'a fait. Vous feriez aussi bien de renoncer à cette idée-là. » Hercule Poirot se contenta de sourire. Chapitre 2. L'accusation. « Coupable, dit maître Fogg. Elle l'était autant qu'on peut l'être. » Pensif, Hercule Poirot regardait le visage maigre et anguleux de l'avocat. Quentin Fogg était un homme bien différent de Montague de Plèche. L'autre avait de la vigueur, un certain magnétisme, une personnalité qui s'imposait, parfois avec une brutalité voulue. Il aimait les effets de contraste. Après s'être montré aimable, courtois, charmant même, il devenait soudain, comme par magie, un adversaire dur, implacable et violent. Quentin Fogg, lui, demeurait calme et ne s'emportait jamais, mais son obstination était légendaire. Si De Plèche était une rapière, il était, lui, une tarière. Il n'abandonnait jamais, rien ne pouvait lasser sa patience. Il n'était pas de ces avocats brillants que l'on va voir plaider, mais on le tenait pour un juriste de première force, et il était rare qu'il ne gagnât pas ses procès. « Ainsi, fit Poirot, c'est là votre opinion ?»« Si vous l'aviez vu à l'audience, répondit Fogg, ce serait la vôtre également. Le vieil Humpy Rudolph, c'était lui qui soutenait l'accusation, vous le savez, l'a positivement écrabouillé. Il n'y a pas d'autre mot. Il l'a écrabouillé. » Après une courte pause, il ajouta, de façon assez inattendue. « Ce fut une belle démonstration. Trop belle, même. » Poirot le regarda, surpris. « Je ne suis pas sûr de vous bien comprendre. » Fogg fronça le sourcil, promena 2 doigts sur sa lèvre supérieure et dit « Je ne sais comment vous expliquer ça. Vous êtes étranger et il s'agit d'un sentiment très anglais. Si je vous disais que c'était comme tirer sur un oiseau branché, me ferais-je comprendre ? » ?»« Il me semble, déclara Poirot, que je vois ce que vous voulez dire. Que ce soit à la chasse, sur le terrain de jeu d'Eton ou devant une cour criminelle, l'Anglais aime que la victime puisse courir sa chance. C'est tout à fait cela. En la circonstance, l'accusée n'avait pas une chance. Humpy Rudolph a fait d'elle ce qu'il a voulu. Ça a commencé avec l'interrogatoire de Plèche. Elle était là, debout, comme une petite fille bien sage, répondant aux questions de son avocat exactement comme si elle avait tout appris par cœur. Elle était bien obéissante, elle savait bien sa leçon.
mais tout ça fut aussi peu convaincant que possible. Ce n'était pas la faute de Delplèche. Le vieux saltimbanque jouait son rôle de façon parfaite. Mais, dans une scène à deux, il faut 2 acteurs. Elle ne jouait pas. Et l'effet sur le jury fut désastreux. Et puis, Humpy s'est levé. J'imagine que vous l'avez vu. Nous avons beaucoup perdu avec lui. Il a ramassé sa robe, il s'est balancé sur ses jambes, et il a foncé. Droit au but. Comme je vous l'ai dit, il l'a écrabouillée. Il tendait ses pièges, et toutes les fois, elle tombait dedans. Il lui a fait reconnaître toutes les sottises que contenait la déposition qu'elle venait de faire. Il l'a mise en contradiction avec elle-même, et plus on avançait, plus la malheureuse s'enfonçait. Le terrain préparé, il a exécuté avec maîtrise son numéro ordinaire. « Madame Creil, a-t-il dit, de sa voix persuasive, vous nous racontez que vous avez volé cette conéine pour vous donner la mort. C'est mensonge pur. Reconnaissez donc tout simplement la vérité, et dites-nous que vous vous êtes emparé de ce poison pour tuer votre époux, qui allait vous quitter pour une autre femme, et que vous le lui avez administré en pleine connaissance de cause. » Très jolie, c'était une créature délicate et vraiment charmante. Elle le regardait. Et puis, doucement, elle a dit « Oh non, je n'ai pas fait ça. » C'était la chose la plus plate qu'on pût entendre. Aucune conviction dans le ton. Rien. Je voyais le vieux Delplèche se tortiller sur sa chaise. Il se rendait compte que la partie était perdue. Il se tut un instant et reprit. Et, pourtant, je ne sais pas. C'était peut-être ce qu'elle pouvait faire de plus adroit. Cette attitude pouvait émouvoir les jurés, qu'ils eussent l'esprit chevaleresque ou simplement sportif. Elle éclairait la situation et, de fait, ils se rendirent compte, et la cour avec eux, que la pauvre femme n'avait pas l'ombre d'une chance, ni la possibilité de combattre, qu'elle ne pouvait rien tenter contre cette grande brute de Humpy, tout ensemble puissant et rusé. Il y avait quelque chose de pathétique dans ce « je n'ai pas fait ça », qui ne pouvait convaincre personne, et peut-être était-ce, je le répète, ce qu'elle pouvait dire de mieux. Quoi qu'il en soit, les jurés ne restèrent absents qu'une demi-heure et rapportèrent un verdict de culpabilité avec circonstances atténuantes. Il est certain qu'avait joué en sa faveur le contraste frappant qu'elle faisait avec l'autre personnage féminin de l'aventure, la jeune Elsa Greer. Celle-là, elle fut antipathique au jury dès son entrée dans la salle d'audience. Elle ne devait pas se démonter une seconde. Belle fille, assez arrogante, terriblement moderne. Elle apparut aux femmes qui siégeaient dans le jury comme une de ces créatures qui sont un danger permanent pour la paix des ménages. Un foyer a tout à redouter quand croise dans le voisinage une de ces filles ardentes et résolues qui se moquent éperdument des droits que peuvent avoir les épouses et les mères. Elle a d'ailleurs joué franc jeu, avec une certaine honnêteté, dirais-je. Elle déclara qu'elle aimait Amyas Creil, qu'il aimait lui aussi, et que c'est sans aucun scrupule qu'elle a essayé de le détacher de sa femme et de son enfant. Elle dit tout cela avec un cran qu'il était difficile de ne pas admirer. Delplèche lui posa quelques questions désagréables. Elle tint le coup de façon étonnante, et ce, malgré l'hostilité de la cour et du président en particulier. C'était le vieil avis. Il avait fait les 400 coups en sa jeunesse, mais, quand il siégeait, il ne badinait pas avec la morale, et son résumé fut très doux pour l'accuser. Il ne contestait pas les faits, c'était impossible, mais il laissait clairement entendre qu'on pouvait retenir l'excuse de la provocation, etc., etc. Il n'a pas été jusqu'à admettre la théorie du suicide soutenue par la défense, demanda Poirot. Non, répondit Fogg. Mais il faut vous rendre compte que cette thèse ne tenait pas debout. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que Delplèche ne l'a pas remarquablement présenté. Au contraire, il a fait d'Amyas Creil un portrait étonnant, le dépeignant comme un brave garçon de tempérament excessif, ami des plaisirs, emporté soudain par une passion dont il a honte, mais à laquelle il ne peut résister. Il nous le montre ensuite se ressaisissant, écœuré de sa conduite, bourrelé de remords quand il songe à sa femme et à son enfant,
décidant enfin de se donner la mort parce que c'est la seule solution honorable. Démonstration émouvante, qui vous faisait venir les larmes aux yeux. L'effet fut considérable. Mais, tout de suite après, le charme romput. On s'aperçut qu'il était impossible d'identifier avec Amyas Creil le personnage dont Depleche venait de nous parler avec tant d'éloquence. On connaissait trop Creil, on savait trop que le portrait n'était pas ressemblant. Creil ne possédait qu'un embryon de conscience. C'était un bon vivant, un égoïste, que les remords ne pouvaient tourmenter. De la moralité, il n'en avait guère qu'en peinture. Pour rien au monde, il n'eût fait un mauvais tableau. Mais, pour le reste, il avait le sang chaud et il adorait la vie. Jamais Creil n'aurait pensé au suicide. Poirot suggéra que Depleche n'avait peut-être pas choisi le meilleur système de défense. Fogg protesta. Que pouvait-il faire d'autre? Il ne pouvait pas prétendre que les poursuites étaient arbitraires. Les faits parlaient. Elle avait eu le poison entre les mains, elle reconnaissait même l'avoir volé. Mobile, moyen, opportunité, l'accusation tenait sur tous les points. On aurait pu, risqua Poirot, essayer de démontrer que tout cela n'était qu'apparence, qu'elle était victime d'une machination. Mais, répliqua Fogg avec vivacité, elle admettait tout ou presque. Et, de toute façon, la démonstration eût été trop laborieuse pour être convaincante. Vous voulez bien dire, n'est-ce pas, que le crime aurait été commis par un tiers qui se serait arrangé pour qu'on la crût coupable? Était-ce une théorie impossible à soutenir? J'en ai peur. Cet X mystérieux auquel vous faites allusion, où aller le chercher? Évidemment, répondit Poirot, dans un cercle très restreint. Autant que je sache, ce crime, 5 personnes seulement pouvaient le commettre. C'est bien ça? 5? Voyons un peu. D'abord, le vieil alchimiste, avec ses décoctions d'herbes. Une manie dangereuse, mais une créature bien innocente. Un bonhomme sans grande personnalité, que je ne vois guère dans le rôle de l'X en question. Numéro 2, Elsa Greer. Je l'imagine fort bien liquidant Caroline Creil, mais Amyas, certainement pas. Vient ensuite le financier. C'était le meilleur ami de Creil. Dans un roman policier, l'ami intime fait souvent un bon coupable. Dans la vie, j'en doute. Je ne vois personne d'autre. Sinon, peut-être, la demi-sœur de Caroline. Mais c'était une enfant dont on ne peut sérieusement envisager la culpabilité. Au total, 4 personnes. Et la gouvernante? C'est juste. Ces infortunées gouvernantes, on les oublie toujours. Je me souviens d'elle vaguement. Une femme d'un certain âge déjà, de caractère assez droit, m'a-t-il semblé, et connaissant bien son affaire. Un psychanalyste dirait peut-être qu'elle éprouvait pour Creil une passion coupable, et qu'en fin de compte elle l'a tuée. Histoire classique de la vieille fille refoulée. En la circonstance, je doute qu'elle soit valable. Autant que je me rappelle exactement, bien entendu. Tout cela est déjà loin. 15 ou 16 ans, il me semble. Aussi, ne sauriez-vous me demander des souvenirs très précis? Poirot protesta, sincère, que Fogg paraissait au contraire avoir une mémoire excellente, et qui même l'étonnait. Quand vous parlez, ajouta-t-il, on voit l'affaire. Je vous crois, dit Fogg. Le fait est que, moi, je la revois. Ce que j'aimerais savoir, mon cher ami, dit Poirot, c'est pourquoi? En effet, pourquoi? Fogg concentra un instant sa pensée sur le problème. Poirot, dont les yeux ne quittaient pas le fin visage de l'avocat, vint à son aide. « Ce que vous revoyez, demanda-t-il, est-ce la cour, le président, les témoins, ou bien l'accusé ?»« Vous avez trouvé, répondit Fogg. C'est elle que je revois, et je la reverrai toujours. Il y avait en elle, c'est curieux, quelque chose qui faisait d'elle une créature de roman. Était-elle vraiment belle? Je n'en suis pas très sûr. Plus toute jeune, l'air fatigué, avec des cernes sombres sous les yeux. Et tout gravitait autour d'elle. Elle était le centre du drame. Cependant, la plupart du temps, elle n'était pas là.
On la sentait ailleurs, très loin, suivant sans émotion ce qui se passait devant elle. Mais, bien que restant en demi-teinte, sa personnalité s'imposait plus fortement que celle d'Elsa, en dépit de la beauté de celle-ci et de son éclatante jeunesse. J'ai admiré Elsa Greer parce qu'elle se battait et tenait tête à ses adversaires sans trembler, mais j'ai admiré Caroline Crail parce que, retranchée dans son univers de clair-obscur et d'ombre, elle n'a pas livré bataille. Elle ne fut pas vaincue, car elle n'a pas combattu. M. Fogg s'interrompit, continua de polir le verre de ses lunettes, puis conclut. La seule chose sûre, c'est qu'elle aimait l'homme qu'elle a tué. Elle l'aimait tant que la moitié d'elle-même est morte avec lui. J'étais un tout jeune homme à l'époque, un petit avocat que l'ambition travaillait, mais elle m'a fait une impression dont je me souviendrai toujours. Caroline Crail fut, j'en ai la conviction absolue, une femme remarquable. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. Chapitre 3. Le jeune avoué. George Mayhew était un homme prudent et qui ne s'engageait pas. L'affaire Crail, il s'en souvenait, mais très vaguement. C'était son père qui s'en était occupé. À l'époque, il n'avait, lui, que 19 ans. Oui, le procès avait fait beaucoup de bruit, parce que Crail était un artiste connu. Il faisait de bonnes peintures. De très bonnes peintures, même. 2 de ses tableaux se trouvaient à la Tate Gallery, ce qui, d'ailleurs, ne prouvait rien. M. Poirot voudrait bien l'excuser, mais il ne voyait pas en quoi l'affaire pouvait l'intéresser. Ah, la fille? Vraiment? Elle revenait du Canada? Tiens, il croyait de Nouvelle-Zélande. Renseigné, George Mayhew se faisait moins réticent. Une histoire de ce genre, ce fut pour une enfant un cruel début dans l'existence, et la jeune femme, car c'était une jeune femme maintenant, pouvait compter sur toute sa sympathie. Sincèrement, il eût été préférable qu'elle n'apprît jamais la vérité. Mais il était trop tard pour le déplorer. Elle voulait savoir? Mais savoir quoi? On pouvait se reporter au compte-rendu du procès. Personnellement, il ne savait rien. Hélas, non. Il craignait que la culpabilité de Mrs. Crail ne fît aucun doute. On pouvait néanmoins lui trouver bien des excuses. On sait qu'il est difficile de vivre avec les artistes et, de plus, Crail multipliait les aventures extra-conjugales. On comprend que sa femme avait du mal à se résigner, et, à cette époque, on admettait mal le divorce. Il hésita un peu avant d'ajouter. « Il me semble que la jeune fille qui était en cause est devenue Lady Ditisham. » Poirot lui ayant confirmé qu'il connaissait le fait, il poursuivit. « Les journaux parlent d'elle de temps à autre, et on l'a vue souvent à la cour des divorces. Elle est très riche, ainsi que vous le savez sans doute. Avant d'épouser Ditisham, elle était mariée à un explorateur. Elle s'est toujours plus ou moins signalée à l'attention publique, étant de ces femmes, semble-t-il, qui ne peuvent aimer que des gens connus. » Peut-être, insinua Poirot, a-t-elle tout simplement le culte des héros? Cette idée, l'attitude de Mayhew laissait voir qu'il l'admettait difficilement. Peut-être, dit-il pourtant. Il examinait encore cette hypothèse quand Poirot lui demanda si l'étude s'était occupée pendant plusieurs années des intérêts de Mrs. Crail. « Du tout, répondit-il. Les Crail avaient pour avoués Jonathan et Jonathan. Au moment du drame, M. Jonathan considéra qu'en raison des circonstances, il lui était difficile de représenter Mrs. Crail, et c'est pourquoi il prit des arrangements avec nous, ou plus exactement avec mon père. Vous feriez bien, je pense, de prendre rendez-vous avec le vieux M. Jonathan. Il a renoncé aux affaires. Il a plus de 70 ans. Mais il était intime avec les Crail, et il pourra vous dire bien plus de choses que moi. En fait, je ne sais rien. À ce moment-là, j'étais un enfant, et je crois bien que je n'avais jamais encore pénétré dans une enceinte de justice. Poirot se levait. George Mayhew l'imita et dit encore. « Peut-être pourriez-vous, avant de vous en aller, voir Edmunds, notre principal clerc. Il appartenait déjà à la maison, et je crois me souvenir qu'il a suivi l'affaire de très près. » Edmunds était un homme qui prenait son temps pour parler.
Il détailla Poirot de la tête aux pieds avant de lui répondre. « Oui, dit-il enfin, je me souviens du procès Creil. Et une vilaine affaire. » Son regard aigu restait fixé sur Poirot. L'examen continuait. « Les faits, reprit-il, sont bien anciens pour qu'on en discute encore. »« Un verdict n'est pas toujours une conclusion, » déclara Poirot. La grosse tête carrée d'Edmonds se balança lentement de haut en bas en signe d'approbation. « Et dans ce cas particulier, fit-il, je ne dirais pas que vous n'avez pas vu juste. »« Mrs. Creil a laissé une fille, » dit Poirot, encouragé. « Je me souviens. Il y avait en effet une enfant, une gamine, qu'on a expédiée à l'étranger chez des parents. Cette fille, continua Poirot, croit fermement à l'innocence de sa mère. » Les sourcils broussailleux d'Edmonds remontèrent sur son front. « Ah !» s'exclama-t-il. « C'est donc ça !» Poirot se décida à lâcher sa question. « Est-il quelque chose que vous pourriez me dire qui viendrait à l'appui de cette hypothèse ?» Edmonds réfléchit un bon moment avant de répondre. « En conscience, il ne me semble pas. Je le regrette, car j'avais une grande admiration pour Mrs. Creil. Elle était ce qu'elle était, mais c'était une dame. Ce n'est pas comme l'autre. Celle-là, une grue. Pas autre chose. Hardie comme pas une, impudente, une rien du tout, quoi. Et qui le faisait voir. Tandis que Mrs. Creil, elle avait de la branche. Ce qui ne l'empêchait pas d'être une meurtrière. » Cette fois, Edmonds n'attendit pas pour parler. « Ça, dit-il, je me le suis demandé pendant des jours et des jours. Je la revois à l'audience, très calme, très gentille. 100 fois, je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle n'est pas coupable. Mais comment croire à son innocence, monsieur Poirot ? Ce poison, il n'était pas venu tout seul dans le verre de monsieur Creil. Il avait fallu quelqu'un pour le verser. Et ce quelqu'un, si ce n'était pas Mrs. Creil, qui était-ce ? C'est tout le problème. Qui ? De nouveau, les yeux du vieil Edmonds se remirent à étudier le visage de Poirot. « Alors, demanda-t-il, c'est là votre idée ? » « Quelle est la vôtre ? répliqua Poirot. De nouvelles et interminables réflexions amenèrent Edmonds à répéter qu'à son avis, rien ne permettait de croire à l'innocence de Mrs. Creil. Poirot insistait. « Pendant le procès, vous alliez à l'audience. Tous les jours. Vous avez entendu les dépositions des témoins. Toutes. Aucune ne vous a frappé ? Il n'en est pas une qui vous ait paru bizarre, suspecte ?» Edmonds mit les poings sur les i. « Vous me demandez si l'un des témoins a menti ? Il faudrait pour cela que l'un d'eux eût eu une raison particulière de souhaiter la mort de M. Creil. Vous me pardonnerez, monsieur Poirot, mais c'est une idée qui me paraît bien mélodramatique. Examinez-la tout de même. » Edmonds, sourcils rapprochés, visage tendu, obéit, puis il hocha la tête d'un air navré. « Miss Greer, dit-il, s'est montrée haineuse et assoiffée de vengeance. La mort lui ayant enlevé l'homme qu'elle aimait, elle devint une tigresse. C'est affreux, mais normal. Monsieur Philip Blake fut aussi très dur pour Mrs. Creil. Mais, étant le grand ami de monsieur Creil, il était de parti pris, et pensait agir en honnête homme. Son frère, monsieur Meredith Blake, a été un très mauvais témoin, restant dans le vague, hésitant, jamais net dans ses réponses. Des témoins comme ça, j'en ai vu beaucoup. Ils ont l'air de mentir et, pourtant, ils disent la vérité. Monsieur Blake voulait parler le moins possible, mais il était de ces gens qui se laissent impressionner et les avocats en ont profité. Avec lui,
Ils ont eu beau jeu. La gouvernante, elle, leur a mieux résisté. Pas un mot de trop. Des réponses immédiates, précises et d'une objectivité absolue. À l'entendre, vous n'auriez pu dire si elle était pour l'accusation ou pour la défense. Une femme de tête et d'un beau sang-froid. Elle aurait su de l'affaire plus de choses qu'elle n'en a dites, que ça ne m'étonnerait pas. J'ai idée, dit Poirot, que ça ne m'étonnerait pas non plus. Son regard aigu se posa sur le vieux visage raviné de M. Alfred Edmonds. L'homme restait calme, impassible, sans expression. Mais Poirot ne s'en demandait pas moins s'il ne venait pas de lui donner volontairement une précieuse indication.